Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous avons fait nos premiers pas en MongoDB et nous avons vu comment mettre en place une base de données, comment mettre une collection en place. Et on avait vu en fait qu'une collection c'était finalement qu'un ensemble de documents qui étaient regroupés et on va pouvoir chercher un document en particulier par rapport à ces critères. On a vu aussi qu'un document reprenait finalement la structure JSON qui nous était bien connue du JavaScript. Et on va voir que dans un JSON, dans un fichier de format JSON, on peut naturellement également avoir des attributs de type objet et des attributs de type tableau. On va donc mettre ça en place au travers de cette vidéo et voir comment on peut récupérer des informations dans un objet ou dans un tableau et comment filtrer aussi par rapport à ces objets et par rapport à ces tableaux. Enfin, on terminera la vidéo en parlant un petit peu de la notion de curseur, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un curseur à chaque fois que l'on va faire une sélection dans une collection. On va récupérer un objet de type curseur qui va contenir les éléments qui sont sélectionnés. Et on va voir qu'il est possible d'appliquer des méthodes, encore une fois, sur ce curseur, qui vont nous permettre de filtrer encore davantage, de prendre seulement certaines lignes, de trier notre curseur, et ainsi de suite, en vue, encore une fois, d'avoir des données beaucoup plus précises par rapport à la demande que l'on essaie de faire. Donc, cette vidéo va s'occuper de discuter de deux choses, chercher dans un objet et dans un tableau, et de s'occuper de la notion de curseur et de voir les opérations que l'on peut faire dessus. Donc je vous propose de débuter directement avec la recherche dans un objet. Alors pour la recherche dans un objet, je me propose de créer une petite collection. Donc c'est une collection qui en fait est créée de manière assez artificielle, mais qui va contenir toutes les données dont on va avoir besoin pour récupérer des informations. Alors là, tout simplement, je vais créer une collection d'utilisateurs, et j'ai créé quelques lignes, donc j'ai plusieurs utilisateurs, j'en ai 5, Bob, Kim, Jack, Allison et John. Comme information sur ces utilisateurs, j'ai leur date de naissance. Vous voyez que j'ai donc un champ naissance avec une new date. Et j'ai quelques paramètres de ces personnes, la taille et leur poids. J'ai aussi noté leur couleur préférée. Et j'ai noté quels sont les nombres qui leur portent chance. Donc là, vous voyez, c'est un exemple que j'ai créé de manière assez artificielle. Les paramètres sont en fait un objet, au sens JSON du terme. Les couleurs sont un tableau de chaîne de caractères. Et les nombres sont en fait un tableau de numérique. Et donc en fait on va s'appuyer un petit peu sur ces structures-là pour manipuler les différentes propriétés et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut rechercher par rapport à des informations qui seraient contenues dans un tableau ou dans un objet. Donc ce que je vous propose c'est de partir déjà de cet exemple-là et on va faire donc sans plus attendre, on va lancer Mongo. Donc je vais ouvrir une fenêtre de commande. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu, où je vais lancer Mongo. Voilà. Donc je vais regarder si je suis bien sur ma base de données test. Ok, je suis bien sur ma base de données test, et donc je vais donc créer la collection utilisateur telle que je l'ai décrit dans mon document. Donc je l'ai déjà préparé, on ne peut pas perdre de temps. Donc voilà, j'ai bien créé mes utilisateurs qui ont une date de naissance, des paramètres taille et poids, des couleurs préférées, et des nombres qui leur portent chance. Donc maintenant que ma collection est en place, je vous rappelle que je peux faire un db.utilisateur.find. Voilà. Et donc je vais récupérer le contenu de ma collection utilisateur. Donc maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir filtrer par rapport à ces données. Comment est-ce que je peux récupérer des gens qui ont une certaine taille, un certain poids, ou qui ont une certaine couleur préférée, sachant que ces informations sont regroupées dans des objets ou dans des tableaux. Ben en fait, on va se rendre compte que MongoDB nous permet facilement de faire ce genre de choses, puisque on peut décomposer par exemple la recherche. Si je veux par exemple, alors je peux prendre Bob par exemple qui a une taille de 1m75 et un poids de 80 kg, si je veux récupérer Bob, en fait il suffit que je cherche dans ses paramètres la taille qui est de 175 et le poids de 80. Donc on va en écrire la requête. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je cherche donc dans ma table utilisateur. Voilà, je cherche donc dans ma table utilisateur et je vais utiliser le find. Et cette fois-ci, je vais dire que dans les paramètres, puisque je cherche dans le champ, je vous rappelle que le poids et la taille sont dans la table paramètres, enfin sont dans le champ paramètres. Donc je vais chercher dans les paramètres, je vais chercher mes critères de tri qui sont, je veux que la taille soit 1,75 et je veux
que le poids soit de 80. J'oublie pas de refermer mon critère et je n'oublie pas de refermer non plus mon critère total. Paramètres, j'ai oublié un E. Taille, poids, 1,80 m. Et donc je vais récupérer Bob qui a effectivement un poids de 1,75 et une taille de un poids de 80 kg et une taille de 1,75. Donc ça se comprend en disant je vais chercher dans les paramètres une taille de 1,75 et un poids de 80 kg. La deuxième possibilité pour chercher des informations, c'est effectivement de voir qu'on peut utiliser l'opérateur point, exactement comme on le fait dans les langages de programmation où on utilise la programmation orientée objet. On va donc simplement chercher la propriété taille qui se trouve dans le champ paramètres et on va l'exprimer en disant paramètres.taille. Et donc du coup là on pourra filtrer directement par taille. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement je vais juste faire un find et cette fois-ci en fait ce que je vais chercher c'est le paramètre .taille, donc c'est-à-dire la donnée taille qui se trouve elle-même dans l'attribut paramètre. Et qu'est-ce que je veux pour ce paramètre-là? Je veux par exemple qu'il soit, je veux une taille plus petite que 1,75. Voilà. Donc là, je termine ma sélection, j'en termine avec mon paramètre, et donc là, je vais récupérer des gens. Alors j'ai oublié quelque chose. Ouais, ici, il faut l'entourer de crochets quand vous êtes sur ce genre d'attribut. Voilà. Donc là, en fait, on va se retrouver avec tous les paramètres dont la taille est inférieure à 1,75. Donc je récupère effectivement Kim qui a 1,65 m et je récupère John qui a 1,73 m. Donc les deux personnes qui ont une taille de moins de 1,75 m. Là, encore une fois, notez bien la syntaxe, j'ai bien cherché la taille, qui est un attribut qui se trouve lui-même dans l'attribut paramètre, par l'objet. Ok. Essayons de voir si on peut jouer un petit peu avec ça. Si on veut, par exemple, récupérer tous les utilisateurs qui ont une taille supérieure à 1,75 m, juste pour manipuler un petit peu. Bon, c'est le pendant de ce qu'on vient de faire. Si je veux avoir les gens qui ont une taille plus grande que 1,75 m, je vais simplement utiliser l'opérateur GT, greater than, et je vais donc récupérer tous les gens qui ont plus d'1,75 m. Alors pourquoi j'ai 5 personnes et quand je fais plus petit qu'1,75 m, j'en ai 2 et plus grand qu'1,75 m, j'en ai 1 et que le total ne fait pas 5? Tout simplement parce que j'ai 2 personnes qui ont exactement 1,75 m. Et quand je suis en lower than 1,75 m, c'est 1,75 m exclu. Et quand je suis en greater than 1,75 m, c'est 1,75 m exclu aussi. Donc ces deux requêtes en fait excluent les gens qui ont pile 1,75 m. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer de chercher, sélectionner les utilisateurs qui ont une taille inférieure à 1,75 m et un poids supérieur à 70. Donc cette fois-ci, on va faire sur 2 critères. Et en fait, j'ai déjà un des critères qui est là. Donc j'avais dit que je voulais qu'il soit plus petit que 1,75 m. Et donc j'ai simplement la possibilité de renseigner un second critère. Et le second critère va se retrouver sur le poids. Paramètre.poids cette fois-ci. Et le paramètre .poids, je veux qu'il soit quoi? Donc je lui mettre un critère. Et je veux cette fois-ci qu'il soit plus grand, greater than, et je sais plus, 70 kg je pense. Donc là j'ai fait une requête qui va chercher tous les gens dont la taille est inférieure à 1,75 m et dont le poids est supérieur à 70 kg. Et je récupère un seul enregistrement qui est John, qui a 1,73 m pour 71 kg. Donc je suis bien inférieur à 1,75 m et supérieur à 70. Donc là vous voyez que j'ai cherché avec une recherche multicritère basée sur les attributs qui étaient à l'intérieur d'un objet. Donc en fait cet opérateur point est très très puissant et nous permet finalement de transformer l'attribut d'un objet comme si on avait un attribut du document lui-même. Donc plutôt intéressant à utiliser. Deuxième structure que l'on peut rencontrer quand on est dans un document JSON, c'est le tableau. Donc vous voyez que la grande différence entre le tableau et l'objet, c'est que l'objet est déclaré avec une accolade ouvrante, une accolade fermante, et dans un objet, vous avez à chaque fois le nom de l'attribut et la valeur de l'attribut. Quand vous êtes sur une structure tableau, cette fois-ci vous n'avez plus des accolades ouvrantes, mais vous avez des crochets ouvrants, crochets fermants, et dans un tableau, vous n'avez que des valeurs. Là, par exemple, j'ai mis les couleurs préférées des gens, et vous voyez que les couleurs préférées de Bob sont le rouge et le blanc, les couleurs préférées de Kim sont le blanc et le rouge, la couleur préférée de Jack est le rouge,
et ainsi de suite. Donc cette fois-ci, j'ai plus cette notion de nom de l'attribut. Le nom de l'attribut, il est défini une fois pour toutes au niveau de la couleur, et le rouge, blanc, toutes les valeurs qui sont dans le tableau, en fait, se rapportent à l'attribut couleur. J'ai un deuxième tableau, qui est le tableau des nombres qui portent chance aux personnes. Pour Bob, en fait, ce sont les nombres 5, 3 et 8 qui lui portent chance. On va voir encore une fois maintenant comment on va manipuler le tableau. Il y a des choses qui vont être communes à ce qu'on a déjà vu au niveau de l'objet, et puis des choses qui vont être un petit peu différentes. Si maintenant je voulais savoir toutes les personnes qui aiment le rouge et le blanc. Bon, si je veux savoir les personnes qui aiment le rouge et le blanc, je vais tout simplement faire un find sur mon utilisateur, et naïvement je pourrais dire, voilà, je vais créer un critère de recherche, et je vais dire par exemple que la couleur, alors je crois que j'ai écrit couleur avec un S dans ma... Oui, j'ai bien couleur avec un S, et je veux que couleur... Mince. Je veux que couleur soit rouge ou blanc. Ok. Voilà. Je termine... Alors, j'ai pas terminé mon tableau. Je termine mon critère, je termine ma parenthèse, et je peux lancer ça. Ah. Alors, la première constatation, vous voyez bien que j'ai effectivement Bob qui est sorti, puisque Bob aime les couleurs rouge et blanc. Ok. Par contre, j'ai pas eu Kim qui est sorti, alors que Kim aime le blanc et le rouge. Elle aime exactement les mêmes couleurs, sauf qu'elle les a placées dans un ordre différent. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire tout simplement que la sélection que j'ai faite se base non seulement sur les couleurs, mais en plus sur le bon ordre. Donc si je cherche par un tableau rouge-blanc, eh bien il faut simplement que la personne ait vraiment donné rouge-blanc dans cet ordre-là. Ok. Maintenant, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ça. Moi, ce que je voulais faire, dans mon idée, c'était de dire, moi, je voudrais avoir toutes les personnes qui aiment le rouge et le blanc, peu importe dans quel ordre, en fait, elles m'ont donné les informations. Et donc là, en fait, on va recourir à un opérateur qui est l'opérateur all, qui va simplement vérifier que tous les critères que nous lui donnons, all c'est tous en anglais, elle va simplement vérifier que tous les critères se retrouvent pour la personne. C'est-à-dire que je vais donner deux couleurs rouge et blanc, et la personne va être sélectionnée si le rouge est dans ses couleurs et que le blanc est dans ses couleurs, peu importe l'ordre. Et cette fois-ci, quand j'utilise l'opérateur all, eh bien vous voyez que je récupère effectivement cette fois-ci deux personnes, qui sont Bob et Kim. Bob parce qu'il aime le rouge et le blanc, et Kim parce qu'elle aime le blanc et le rouge. Cette fois-ci, l'ordre en fait n'influe plus. J'ai simplement vérifié que les deux couleurs que je mettais en critères, je les retrouve dans les critères dans ma collection. Tout simplement. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? On va toujours essayer de voir comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin avec ces opérateurs. Pour cela, on va traiter quelques exemples. Alors, on va essayer de voir si on peut sélectionner tous les utilisateurs dont les couleurs préférées sont rouge ou blanc et uniquement ces couleurs. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. On va sélectionner tous les utilisateurs dont les couleurs préférées sont entre autres le rouge et le blanc, ça c'est ce qu'on vient de faire aussi. Sélectionner tous les utilisateurs qui aiment le vert, ça c'est quelque chose qui finalement n'est pas très compliqué, hein. À partir du moment où on a pris le rouge et le blanc, on peut très simplement aussi essayer de voir une seule couleur qui serait le vert. Je vais donc sélectionner tous les gens qui ont la couleur vert. Je garde l'opérateur all parce que vous voyez par exemple que Alison aime le vert et le blanc, elle n'aime pas que le vert. Si jamais j'avais oublié le all, en fait, je n'aurais jamais pris Alison ni John d'ailleurs, parce que j'aurais cherché des gens qui n'aiment que le vert. Donc là, j'ai bien Alison qui est sorti, qui est vert et blanc avec le vert en première position, et j'ai bien récupéré John qui lui aime le gris et le vert avec le vert en seconde position. Donc j'ai juste vérifié que le vert était bien présent dans la liste des couleurs des utilisateurs. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On va sélectionner tous les utilisateurs qui ont un nombre, donc un nombre porte-bonheur, hein, qui est supérieur à 20. Alors comment je vais faire ça? Cette fois-ci, ma sélection, elle va se porter sur, non plus sur les couleurs, mais cette fois-ci, elle va se porter sur les nombres. Donc, j'ai des nombres, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un nombre greater or equal, donc c'est-à-dire plus grand que,
et je vais chercher tous les gens qui ont un nombre plus grand que 20. Donc, encore une fois, le nombre est un tableau, et je l'écris tout simplement, nombre greater than 20, c'est-à-dire qu'il va il va passer en revue tous les éléments de mon tableau nombre, et si jamais il en trouve un qui correspond à ma sélection, en fait, il va considérer que le document de cette collection est valable et il va me le retourner dans ma sélection. Donc là, j'ai cherché ceux qui ont un nombre plus grand que 20. Kim a comme nombre 15, 22 et 66, donc elle a bien au moins un nombre qui est plus grand que 20. Jack a les nombres 7, 3 et 81, donc il a bien 81 qui est plus grand que 1. Et Alison a bien 22, 56, 18, donc elle a bien deux nombres qui sont plus grands que 20. Donc là, on a vraiment cherché, est-ce qu'il existe un nombre, au moins un nombre, qui est plus grand que 20 ? Ok. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que je pourrais faire, par exemple, pour dire je voudrais que tous les nombres soient supérieurs à 20 ? C'est-à-dire que là, par exemple, on verrait que normalement, Jack ne devrait pas rentrer dans ma sélection puisque tous les nombres ne sont pas supérieurs à 20. Ben, en fait, on va s'en sortir avec une espèce de pirouette. Qu'est-ce que ça veut dire que tous les nombres soient supérieurs à 20 ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que je vais déjà chercher tous les gens qui possèdent un nombre plus petit que 20. Donc là, j'ai récupéré tout le monde, puisque tout le monde a au moins un nombre qui est plus petit que 20 dans sa sélection. Et maintenant, tout ce que je veux dire, c'est que là, j'ai récupéré tous les nombres, tous les gens qui ont un nombre inférieur à 20, et ce que je veux dire maintenant, c'est que je ne veux pas qu'il y ait de nombre inférieur à 20. Et donc, on va retomber sur l'opérateur NOT qu'on avait déjà vu, et je vais donc juste inverser ma sélection. Donc, c'est-à-dire que j'ai sélectionné tous les gens qui avaient un nombre inférieur à 20, et ces gens-là, et quand il y a un nombre inférieur à 20, je ne veux pas qu'un nombre soit inférieur à 20. Alors, je ne sais pas par contre si j'ai quelque chose dans ma sélection. Non. Alors, je vais plutôt prendre, qu'est-ce que je pourrais prendre dans ma sélection ? Je voudrais, par exemple, je vais prendre 10, parce qu'effectivement, là, j'ai pas d'utilisateur qui a tous les nombres supérieurs à 20. Donc je vais prendre supérieur à 10, et vous voyez que là j'ai bien récupéré Kim qui a 15, 22 et 66, donc ces trois nombres sont au-dessus de 10, et j'ai Alison dont les nombres sont 22, 56 et 18, donc les trois nombres sont au-dessus de 10. Comment j'ai fait ? J'ai vérifié s'il y avait dans la sélection un nombre inférieur à 10, et j'ai inversé la condition pour dire, bah non, s'il y en a un, en fait je ne le veux pas. Et s'il n'y en a pas, c'est que je le veux. Donc j'ai inversé la condition avec le NOT, et ça m'a permis de pouvoir chercher sur tous les éléments d'un tableau. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut récupérer des informations dans un tableau, comment est-ce qu'on peut faire une recherche de critères dans un tableau. Bon, on peut aller beaucoup plus loin, hein, mais là c'est vraiment les informations de base. Naturellement, tous les critères peuvent toujours encore se cumuler. Là, on est vraiment sur des informations de base. Ok. J'aimerais terminer cette vidéo en vous parlant un petit peu d'opérations sur les curseurs. Le curseur, en fait, c'est un objet qui est retourné par la fonction find. Donc, c'est-à-dire que quand je prends par exemple la collection que je viens de mettre en place des utilisateurs et que je fais un find dessus, en fait, je vais retomber sur des informations de mes utilisateurs. Alors, si je fais un find sans critère, je vais récupérer le contenu de ma collection. Et en fait, ce que retourne find, c'est un objet curseur sur lequel je peux appliquer encore d'autres méthodes. J'ai ma fonction find, pour l'instant, on pourrait imaginer que voilà, j'ai pas de tri sur ma collection, j'ai pas de critère de tri, j'aimerais pouvoir ajouter un tri. J'aimerais pouvoir n'afficher que les 3 premières lignes, et ainsi de suite. Et bien ça, ce sont toutes les opérations que vous allez pouvoir faire sur un curseur. En fait, l'objet retourné par un find est un curseur, et si vous reprenez la documentation de MongoDB, vous allez vous apercevoir que, alors il y a une page sur les curseurs méthodes, donc les méthodes que l'on peut appliquer au curseur, et vous allez voir qu'elles sont très nombreuses. Vous pouvez en faire, voilà, vous pouvez terminer un curseur, vous pouvez compter le nombre d'enregistrements d'un curseur, vous pouvez vous pouvez fixer une limite, vous pouvez fixer une limite max, vous pouvez fixer une limite min, vous pouvez skip, c'est-à-dire sauter, mais on peut se passer des premiers enregistrements, on peut trier le curseur et ainsi de suite. Donc vous avez encore une fois des méthodes qui vont pouvoir s'appliquer en plus de notre fonction find.
Alors là aussi, si jamais vous avez une fonction que vous voulez utiliser, n'hésitez pas à aller voir comment elle fonctionne dans la documentation. Moi, je vais rester sur des fonctions assez basiques, mais qui sont quand même assez utiles de connaître, comme par exemple des fonctions qu'on utilise, la fonction count, qu'on a beaucoup utilisée en SQL, quand on faisait select count étoile pour savoir le nombre de lignes. Et bien là, par exemple, on a un peu la syntaxe qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que vous allez commencer par faire un find. Ce find va vous ramener des documents, une liste de documents, et si vous voulez savoir combien il y en a, en fait, il suffit encore de rajouter un count derrière le find, et ça va vous dire 5, voilà. J'ai donc une collection qui contient 5 documents. Si jamais je fais la même chose sur une requête qui contient une sélection, déjà, et que, donc celle-là, en fait, c'était la fonction qui me disait tous ceux qui ont des listes de nombres supérieurs à 10, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. En fait, il suffit que je fasse un count, et vous allez voir que cette fois-ci, le count va tenir compte de ma sélection. Je vais avoir 2, puisque je n'ai que 2 documents dans ma sélection. Voilà. Donc là, ça c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement pour récupérer le nombre de documents lors d'une requête. On va voir qu'on peut fixer aussi des maximums, on va voir qu'on peut aussi trier des éléments, et on va en voir quelques exemples naturellement de ces utilisations-là. Premier élément que j'aimerais voir, effectivement, c'est on vient de voir le count, donc j'aimerais vous parler un petit peu du tri. On a de temps en temps récupéré des informations et on aimerait pouvoir les trier sur certains critères. Là aussi, eh bien, on peut complètement dissocier la requête, le find d'un côté, et à partir du moment où on a le find et on a les bons éléments, faire le tri en fait dans un second temps. Et ce tri-là en fait va passer par la fonction sort qui s'applique encore une fois à un curseur, et la fonction sort simplement va prendre le critère, l'attribut sur lequel va porter le tri, et en fait va permettre de dire si le tri est ascendant avec un 1 ou le tri est descendant avec un -1. Par exemple, si je m'amuse, bon, j'ai pas beaucoup d'enregistrement, donc je vais déjà le prendre seulement. Je vais prendre mon critère de sorte, et on va dire par exemple, je vais trier par quoi je peux trier? Je vais trier par nom, et je vais dire que je vais avoir le nom ascendant, donc c'est-à-dire trier alphabétiquement par le nom. Voilà, donc je vais bien récupérer Alison en tête avec un A, Bob en deuxième avec un B, Jack, John, et Kim qui ferme la marche avec son prénom qui commence par un K. Donc, si on a bien compris le principe des tableaux et des objets que l'on a vus en haut, on peut naturellement réutiliser dans notre sorte des attributs qui viennent d'un objet. Si par exemple je veux trier les gens par taille, eh bien en fait il suffirait que je mette ici mon paramètre .taille et je veux le trier encore une fois par ordre ascendant. Donc là je vais avoir trié tous les gens par taille, donc 1,65, 1,73, 1,75, 1,75, 1,85. J'ai donc trié les gens par taille par ordre ascendant. Si jamais je voulais les trier par ordre descendant, en fait ça poserait pas beaucoup de problèmes, il suffirait que je rajoute -1 dans mon critère de tri, et je récupérerai les éléments triés par taille, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc ça c'est très puissant, puisque ça vous permet justement de ne pas avoir forcément une requête qui devient très complexe, vous pouvez composer votre requête petit à petit. Vous faites déjà un premier jet où elle va ramener les informations qui conviennent, où vous avez bien les documents que vous voulez avoir, et une fois que vous avez ces documents dans un curseur, vous pouvez refaire un sort dessus. Toutes les fonctions qui sont faites sur des curseurs peuvent se cumuler. C'est-à-dire que je peux par exemple faire, alors ça n'aurait pas tellement de sens, mais je pourrais faire un sort, et le résultat de mon sort étant encore une fois un curseur, je pourrais faire encore un count dessus. Donc là, je vous dis que c'est pas tellement pertinent, puisque si on veut juste comme information le nombre de documents dans la collection, c'est peut-être pas la peine de faire un tri juste avant, on perdrait juste du temps pour rien. Mais vous voyez que toutes les méthodes qui se basent sur des curseurs sont cumulables, puisque chaque méthode qui travaille sur un curseur renvoie elle-même un curseur. On va terminer avec deux petites fonctions encore assez rapides, mais qui peuvent nous aider. Quand on cherche dans MongoDB, on peut limiter la recherche aussi des enregistrements que l'on trouve. Si par exemple on cherche dans une grande base de données d'utilisateurs où vous avez, je sais pas, des milliers d'utilisateurs, mais votre application par exemple
n'affiche que 20 utilisateurs par écran. Ça évite de chercher des milliers et des milliers d'utilisateurs alors que c'est pas forcément ce que l'on... Ça évite de perdre du temps au chargement. On peut donc limiter la recherche avec deux fonctions qui sont limit et skip, qui vont nous permettre de récupérer des informations dans la base de données. Alors comment ça marche? Limit va limiter le nombre de documents dans le curseur, c'est-à-dire que, on va tout de suite prendre un exemple, si je fais un find sur mes utilisateurs, je vais trouver qu'il y a 5 utilisateurs. Maintenant, si je me limite à 3, donc c'est-à-dire que je fais une limite à 3, en fait, le curseur va se limiter aux 3 premiers documents de ma sélection. La fonction skip marche un petit peu différemment. C'est que si jamais j'ai un find, et donc là j'ai Bob, Kim, Jack, Allison et John, la fonction skip va dire tu ne tiens pas compte des, par exemple, 2 premières lignes. Donc si je fais un skip de 2, les documents concernant Bob et Kim, les 2 premiers enregistrements, ne sont pas pris en compte et je vais juste récupérer Jack, Allison et John. Voilà, je récupère Jack, Allison et John, les 2 premiers enregistrements ont été supprimés de ma sélection. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les méthodes qui travaillent sur des curseurs renvoient elles-mêmes un curseur. Et donc, vous pouvez facilement récupérer un élément en plein milieu. Si par exemple, je voulais récupérer le 3e élément de ma collection, qui serait le document qui concerne Jack, je pourrais tout simplement dire, tu vas m'enlever les 2 premiers éléments, puis tu vas me rendre seulement le premier élément de ce qui reste. Donc le skip 2, on l'a vu ici, enlève les 2 premiers éléments, et si je lui demande maintenant de récupérer juste le premier élément de la sélection qui reste, il va effectivement me retourner Jack. C'est bien ça. Il va me retourner Jack, qui est en fait, j'ai viré les 2 premiers éléments, et de ce qui reste, j'ai gardé que le premier enregistrement. Voilà. Donc vous voyez que toutes les méthodes sont cumulables, vous pouvez continuer comme ça à l'infini, vous pourriez faire encore un sort, vous pourriez encore faire un count, et ainsi de suite, tout est toujours cumulable. Et donc là, on retrouve un petit peu la logique de ce que l'on fait dans un langage de programmation quand on utilise la fonction substring. La fonction substring, qui est utilisée dans tous les langages de programmation, elle marche un petit peu de la même façon. Elle vous permet d'enlever des caractères en début de chaîne de caractères, et elle vous permet ensuite de prendre qu'un certain nombre de caractères en supprimant encore une fois la fin. Donc là, on arrive à recréer un petit peu ce genre de choses. Donc ça peut être très intéressant, on peut faire énormément de choses avec ces fonctions-là, elles sont très puissantes. Encore une fois, je ne peux pas être exhaustif dans une vidéo sur toutes les fonctions qui existent, puis c'est un peu rébarbatif aussi de passer toutes les fonctions en revue, c'est quelque chose de quand même assez scolaire, mais je vous ai mis la documentation où vous pouvez retrouver vos informations, et n'hésitez pas à regarder comment fonctionnent les fonctions, quels sont les paramètres qui sont demandés, pour pouvoir l'utiliser au mieux. Encore une vidéo où on est allé un petit peu plus loin en MongoDB. Cette fois-ci, on s'est intéressé plutôt à la structure de JSON. Structure JSON des documents qui peuvent justement contenir des objets ou des tableaux. Et on a vu finalement que c'est pas très compliqué de chercher dans un objet ou dans un tableau et de faire des critères de sélection sur les valeurs d'un objet ou d'un tableau. On a vu qu'il y a quelques petites spécificités au niveau des tableaux qui nous permettaient de voir si une valeur était dans un certain critère ou si toutes les valeurs respectaient un certain critère. Enfin, on a terminé la vidéo en parlant un petit peu de la notion de curseur. Curseur qui est en fait la sélection qui a été faite sur un nombre de documents, et on a vu qu'un curseur, on peut lui appliquer encore des méthodes pour être un petit peu plus précis par rapport à ce que l'on cherche. On peut compter le nombre de curseurs, on peut trier un curseur par rapport à une donnée qui se trouve dans le document, ou on peut en limiter la recherche avec les fonctions skip et limit. Donc là, il y a encore beaucoup de fonctions qui existent. Vous pouvez les explorer. Maintenant que vous connaissez comment ça fonctionne, quelle est la syntaxe à appliquer, vous allez voir que finalement toutes les fonctions vont appliquer un peu la même syntaxe. On reste toujours dans du MongoDB, donc il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, beaucoup d'éléments de syntaxe qui sont les mêmes pour que l'on ne soit pas perdu. Donc je pense que ça ne posera pas de problème pour pouvoir les utiliser. La prochaine vidéo parlera maintenant des agrégations. Encore une fois, on a vu comment stocker des données. Avec les agrégations, on va voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour pouvoir récupérer des informations. Il y a des tas de choses qu'on a vues en SQL qu'on n'a pas encore vues en MongoDB.
Je pense notamment à tout ce qui est groupe by, aux agrégations de sélection, aux opérations par exemple mathématiques, qui permettent par exemple d'avoir la valeur moyenne, qui permettent d'avoir la somme, et ainsi de suite. Ce genre de choses, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues, et qu'on va mettre en place tout doucement avec les agrégations. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour la partie agrégation et vue en MongoDB.